Rebienvenue à Histoire de livres. À chaque émission, j'ai le plaisir de vous présenter des auteurs et des ouvrages qui sortent des sentiers battus. Eh bien, aujourd'hui, je suis en présence de Madame Diane Borgia, qui, elle, va nous aborder un sujet vraiment magnifique, qui est celui du bonheur. Elle vient de publier Le Petit Dictionnaire du bonheur, et c'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Bienvenue dans mon salon. Merci beaucoup, Marie. Comment est né cet ouvrage? En fait, ça m'était impossible de vous parler du dictionnaire, Petit Dictionnaire du bonheur, sans vous parler de mon premier livre qui s'intitule « Amour toxique, de la codépendance à l'amour de soi ». En fait, vous savez, une histoire de livre, hein, c'est l'histoire d'une vie. Hein, un livre, je pense que ça commence à se créer dès notre naissance avec nos expériences de vie, que ce soit personnelles, professionnelles, nos connaissances acquises, notre expertise dans un domaine spécifique contribue en fait à la création d'un livre. Et comme j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de la codépendance, ça allait de soi que cette expertise, il me fallait la léguer aux plus jeunes. Et ça a été le contenu de mon premier livre. Et une année plus tard, sortait mon deuxième livre, Le Petit Dictionnaire du bonheur, parce que je trouvais que dans ce premier livre, même si la moitié de ce premier livre, j'aborde en route vers le bonheur, mais je trouvais que je n'allais pas assez loin. Il y avait encore beaucoup de choses que je voulais dire pour aider les gens à développer leur capacité de bonheur. Donc, ça a été l'objet de ce deuxième livre. On l'accueille avec plaisir à l'automne 2012, ce petit ouvrage. Oui. Mais ce n'est pas un petit ouvrage, c'est vraiment un travail de fond qui nous permet de reprendre l'alphabet sous un tout autre angle. Je dis souvent, c'est le bonheur en 26 lettres. Donc, l'alphabet y a passé au grand complet. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, c'est que ça permet aux gens de pouvoir identifier profondément les choses en lien avec le bonheur. Donc, dans ce livre, on retrouve un lexique complet où on retrouve toutes les émotions qu'on peut vivre en tant qu'être humain, que ce soit des émotions positives ou négatives. Donc, comme l'apprentissage du langage au niveau émotif, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Si on n'a pas eu des parents pour nous enseigner le langage des émotions, on va avoir en fait une éducation assez faible à ce niveau-là. Donc, l'alphabet des émotions inclus dans ce petit dictionnaire permet à toute personne de pouvoir identifier réellement une émotion, d'en connaître la signification, mais aussi j'aborde des outils pour pouvoir changer celles qui sont négatives, bien sûr. Alors, c'est vraiment un dictionnaire, donc les lettres, il est fait par ordre alphabétique. Et ça permet aux gens de se retrouver, de comprendre, de définir les mots en relation avec le bonheur. C'est vraiment un ouvrage très intéressant puisqu'il nous ramène à notre propre bagage. Mais j'ai une question très particulière pour vous, puisque vous avez longuement réfléchi. Qu'est-ce que c'est le bonheur, Diane? Bien, en fait, le bonheur, vous savez, longtemps j'ai entendu dire par les gens autour de moi, le bonheur, c'est c'est un coucher de soleil. Le bonheur, c'est la naissance d'un enfant. Et je me disais, étant toute jeune, bien, le bonheur, ça doit être quelque chose qui s'explique d'une façon plus générale. Et c'est comme ça qu'a commencé ma quête, en fait, pour définir le bonheur. Et après toutes ces années, aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que, en fait, le bonheur consiste en un état de bien-être intérieur. OK? Et de cet état de bien-être-là, on peut agir d'une façon plus adéquate dans notre quotidien. Donc, voilà la définition du bonheur. Maintenant, ce que j'ai aussi découvert, c'est qu'il y a deux niveaux de bonheur. Le premier niveau de bonheur consiste dans le fait de vivre des émotions agréables. Donc, si je suis en train de vivre de la joie, hein, je suis en train de vivre de la confiance, je suis en train de vivre de l'espoir, à ce moment-là, je vais ressentir ces émotions-là. Donc,
je vais être dans le premier niveau de bonheur. Mais si vous êtes en l'absence de bonheur, votre approche du dictionnaire peut permettre d'identifier les façons d'intervenir pour conquérir. Absolument, parce que quand j'ai nommé les émotions tantôt, qui font partie du premier niveau de bonheur, dans les émotions, j'ai aussi nommé et identifié les émotions désagréables, négatives, qui empêchent le bonheur, donc qui entraînent la souffrance, et j'y ai défini nécessairement des outils pour changer ces émotions-là. Quand on parle du deuxième niveau de bonheur, là, on ne parle pas de se sentir heureux. On va parler de être heureux. Voyez-vous la différence entre se sentir heureux, c'est en lien avec les émotions, alors qu'être heureux, c'est en lien directement avec notre être profond. C'est-à-dire être en ligne ici, maintenant, hein, dans le moment présent, être en ligne avec moi et être en contact au profond de moi-même avec mes sentiments. Et là, moi, je fais la distinction entre les sentiments et l'émotion. Les sentiments sont en lien avec le deuxième niveau de bonheur et on retrouve dans les sentiments la béatitude, la plénitude qui est le contraire du sentiment de vide, hein? La sérénité, la paix. Hein? Voyez-vous, on parle à ce moment-là d'être dans le sentiment, être et non pas ressentir des émotions. Le lecteur va se retrouver face à des explications qui sont assez cérébrales, qui font appel chez lui à la logique, au raisonnement. Comment se fait le passage entre comprendre l'émotion ou la situation et l'intégrer vraiment? Bien, en fait, je suis d'accord avec vous qu'il y a vraiment des explications théoriques. Mais vous savez que peut-être pas, mais que chacune des émotions ressenties est en lien avec une pensée. Donc, si on veut changer l'émotion, on se doit nécessairement de remonter à la pensée pour être capable d'en changer la cause. Donc, on fait un premier travail de ressentir, donc d'introspection, d'accueillir l'émotion, pas cérébrale, ça, là. Et dans l'accueil, il y a souvent beaucoup de souffrance. Donc, on accueille les émotions, on peut les exprimer, idéalement avec quelqu'un qui est capable de nous accueillir là-dedans. Et par la suite, il y a un travail de changement de ces émotions-là. Et c'est là qu'on va aller regarder quelles sont les pensées qui causent l'émotion. Parce qu'il est clairement défini que chaque émotion a une cause spécifique dans une pensée spécifique. Et comme ce dictionnaire explique chaque émotion avec chaque pensée, bien, ça permet de faire aussi ce travail-là pour apprendre à être heureux. Et c'est pour ça que je dis, ce livre, c'est l'art d'être heureux. Vraiment très intéressant comme proposition et pour l'avoir parcouru avec grand plaisir et grand bonheur, je vous dirais qu'on se retrouve transformé à la lecture de ce livre. Il y a un effet direct entre la compréhension et les sentiments qu'on peut partager ensuite. Vous confirmez, Marie, exactement ce que j'avance, c'est que transformons nos pensées, transformons nos manières de voir la vie et les choses, ça transforme nos émotions et plus on arrive à vivre des émotions positives, moins on est dans la souffrance, plus on a des chances d'aller vers le deuxième niveau de bonheur, donc de prendre contact avec nos sentiments. Et je vais vous faire une petite anecdote. La première fois que j'ai, moi, ressenti être en contact avec l'émotion, avec le sentiment plutôt de sérénité. C'était dans un moment où j'étais en rétablissement, où j'avais vécu une deuxième séparation avec un alcoolique, où pour la première fois depuis des années, je m'étais retrouvée seule avec mes enfants, mais dans un milieu sécure. Et quand j'ai barré la porte, parce que j'avais pu risquer de la violence à ce moment-là, quand j'ai barré la porte le premier soir dans mon appartement, suite à cette rupture, je me suis assise, je me suis centrée sur moi et j'ai été, je le dis, je suis encore dedans, vraiment dans un état de sérénité, Pour une première fois oui. dans votre vie, vous étiez maître de ce qui vous arrive. Oui.
Ce sentiment de liberté, mais en assumant ses choix. Absolument, évidemment. absolument. Et de sérénité profonde. Et c'était là la première fois que j'ai eu la chance de prendre contact avec mon intérieur et de continuer mon cheminement. Mais c'est une très belle approche. Beaucoup de gens, Diane, hésitent à aller vers des ouvrages comme celui-ci en se disant, justement, ça va déclencher chez moi peut-être une série d'émotions que je ne voudrais pas revisiter. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui hésitent à creuser, à s'approcher d'eux-mêmes, en fait, pour essayer de faire un pas vers l'avant? Alors, je comprends. Vous savez, quand on est dans la souffrance, on veut l'éviter, cette souffrance. Donc, on prend différents moyens pour ne pas la ressentir. On va fuir. Hein? On va fuir, le moment présent. On va fuir les sensations qui nous habitent. Ça peut être dans la nourriture, l'alcool, la drogue, la sexualité, etc. Et ces gens-là ont peur d'être en contact avec leur souffrance, mais je dis à ces gens-là, être dans la souffrance est le premier pas du rétablissement. Si vous évitez votre souffrance, vous allez traîner votre souffrance. Donc, n'ayez pas peur, c'est-à-dire que c'est pas la folie là, qui va vous emmener. Vous allez, oui, et si possible, d'être accompagné là-dedans par un professionnel, mais accueillir la souffrance est nécessaire pour s'en libérer. Et je dis souvent, ce que l'on fuit nous poursuit. Alors, fuir sa souffrance, elle va nous pourchasser toute notre vie. De toute façon, vous nous amenez à l'idée même du livre miroir. Puisque tant qu'on refuse de se regarder avec l'ensemble de nos expériences, évidemment, on refuse également, sans le savoir, de prendre en charge notre propre recherche du bonheur. Vous avez parfaitement raison, Marie, parce que, dans le fond, chercher la raison et la cause de son malheur à l'extérieur de soi, c'est se déresponsabiliser. Prendre la responsabilité, se regarder dans le miroir et dire « Je suis l'auteur de ma souffrance. C'est à moi que revient la responsabilité de changer ce qui m'appartient, c'est-à-dire ma propre souffrance. » Et là, la lumière s'allume. Hein? Il y a de l'espoir au bout du tunnel et on peut réussir à développer le premier et même le deuxième niveau de bonheur. Alors, Diane, c'était un pur plaisir de vous rencontrer ce matin et je me permets d'inviter nos lecteurs et nos lectrices à oser poser ce geste de se procurer le livre Petit dictionnaire du bonheur, puisque c'est le premier pas, justement, vers un retour à son bonheur personnel. Et je terminerai, si vous me permettez, en disant « Namasté », qui veut dire « Je salue le divin en toi et en tous les lecteurs ». Merci beaucoup, Diane. Moi, je laisse mes lecteurs et lectrices, auditeurs, auditrices sur cette pensée de Anton Tchekhov. L'originalité d'un auteur, et ça vous touche bien, dépend moins de son style que de sa manière de penser et de nous proposer sa pensée. Merci, Diane. Merci infiniment, Marie. À tout de suite. Bonjour, je suis de retour avec une invitée vraiment fascinante. J'accueille maintenant Madame Micheline Doff. Bonjour. Bonjour, Micheline. Vous savez, lire, c'est accepter de grandir. C'est aussi ouvrir nos horizons. Vous venez nous parler aujourd'hui de 2 ouvrages dont vous êtes l'auteur et qui sont vraiment déterminants pour cette période de lecture dans laquelle on plonge avec grand plaisir. Nous allons parler d'abord du livre « Paysages éclatés ». Dans quel contexte avez-vous entrepris cette série de livres? On peut parler d'une série de livres, plutôt d'une série de sujets qui vous a fasciné depuis quelque temps. Oui, ce sont des livres... en fait, il y en a déjà 2 de publiés. Je dois dire que c'est mon 14e et 15e livre qui vient d'être publié cet automne. Et ce sont des romans, contrairement aux 2 séries, parce que j'ai déjà publié 2 trilogies, ce ne sont pas des suites. Ce sont des romans complets, autonomes, et ils ont une fin, mais qui ont un thème commun qui s'appelle les sans-voix.
à un moment donné, la voisine de ma fille est une sergent détective et elle a la langue longue. Et elle racontait à ma fille une enquête, elle lui parlait d'une enquête sur laquelle elle travaillait. Et ma fille aussi a la langue longue. Et puis finalement, à un moment donné, j'appelais tous les soirs. Puis j'ai dit, organise donc une petite rencontre avec la policière. J'aimerais ça m'intéresse son travail. Et puis finalement, ma fille m'a rappelé et elle m'a dit, elle t'offre bien mieux que ça, elle t'offre de la suivre pendant 3 jours. Alors, je l'ai suivie et ça m'a fait prendre conscience qu'il y a des enfants dans notre société qui n'ont pas de voix, qui vivent des choses grosses comme ça. Et puis finalement, à la longue, j'en ai fait un premier tome qui s'appelle « La jeunesse en feu », qui concerne les enfants. Et la sergent détective enquête pour la jeunesse, mais elle devrait peut-être enquêter pour une de ses enfants là, qui est sur le point de tourner un peu mal. Et j'ai pris conscience que dans notre société, il y a beaucoup d'autres gens qui n'ont pas de voix au chapitre, soit qui ne peuvent pas nous exprimer ce qu'ils vivent profondément, intimement. Et j'ai eu le goût d'en parler, de creuser le sujet. Alors, le tome 2, Paysage éclaté, parce que paysage éclaté, ça veut dire paysage de vie. Éclaté, il y a des gens qui se ramassent chez la travailleuse sociale parce qu'ils ont des problèmes de vie. Alors, j'ai consulté une travailleuse sociale et à un moment donné, lors d'une conférence que je donnais dans une bibliothèque, il y a une femme qui a levé sa main et a dit « Moi, j'ai été une sans-voix parce que j'ai eu un enfant anormal. » Alors, c'est le sujet du tome 2. Mon personnage principal est une femme de carrière, travailleuse sociale, et elle met au monde un enfant bien particulier. Et c'est ce cheminement inspiré de l'histoire vraie. En fait, votre démarche d'écriture passe par la communication avec une personne ou un ensemble de personnes. Oui, qui m'inspire. À qui vous allez donner une voix en la mettant en scène ou en la campant dans le contexte d'un roman? Exactement. Je pense que si j'avais eu 20 ans, peut-être que j'aurais pas écrit ce genre de roman-là. J'en suis là dans ma carrière parce que j'ai une bonne conscience sociale. Je pense que j'ai développé au fil des années. Et j'avais le goût d'en parler. Et c'est à travers un roman, il y a une bonne intrigue, on s'attache aux personnages, on a hâte de voir comment ça va finir, etc. En fait, la mission est très porteuse puisque tout en créant une œuvre de fiction, parce qu'on est dans un roman, vous vous inspirez et vous donnez, je dirais, l'occasion à des personnes souvent marginalisées ou des personnes dont la vie a basculé tout à coup, vous leur donnez l'occasion de définir en quoi leur quête d'existence devient importante. Oui, ça fait prendre conscience au lecteur de certaines choses qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ne se donne pas la peine de fouiller. En fait, on connaît peu nos proches. On connaît peu les gens qui sont dans notre entourage et ce roman en particulier, a le plaisir de nous amener à découvrir, au-delà des préjugés, ce que les gens vivent. Oui, on me dit souvent que j'ai des sujets audacieux, osés. Et je vous donne, par exemple, j'ai une série, ma première trilogie. C'est l'histoire de la mère d'un pédophile. Je me disais, comment elle vit ça, elle? Sujet très lourd. Et c'est le sujet, c'est arrivé 3e meilleur vendeur dans France Loisirs, dans toute la francophonie mondiale l'été passé. Si je dis aux gens le sujet, ça parle de la mère d'un pédophile, il n'y a personne qui va acheter le livre. Mais c'est un livre que les gens n'oublient jamais. C'est une série qui a pris... qui a marqué les lecteurs. Des milliers de livres que j'ai vendus. Puis les gens... Mon salaire, c'est quand les gens viennent me dire... Je vois plus les choses de la même manière. Tu m'as fait réfléchir, mes préjugés sont tombés. Tant mieux. C'est pas le but que je me donne, mais je pense que je constate que c'est ce qui se passe. C'est le résultat de mon travail. En fait, votre parcours d'écrivain vient coiffer une vie personnelle riche en expériences. Et c'est à travers toute votre sensibilité que passe peut-être votre qualité d'écrivain. Je pense. J'écris avec mon cœur, plus qu'avec... autant avec ma raison, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est moi qui... C'est ma vision des choses, de la vie, des gens.
Et vous nous apportez une transmission de valeurs qu'on ne retrouve pas toujours dans la création romanesque. Vous nous amenez à défaire des préjugés, vous nous amenez à regarder l'autre avec un regard un petit peu plus mature, peut-être qu'au premier degré, et à aller vers de la communication un petit peu plus profonde entre les gens. Je pense que oui, puis je pense que le style romanesque, c'est toute une bonne voie d'expression. Mais je dis toujours aux gens, aux petites madames, là, qui disent « Oh, ben j'ai trouvé ça un peu dur ». Bien, si vous voulez lire des livres à l'eau de rose, qui commencent bien, qui vont un petit peu mal dans le milieu, puis qu'on sait que ça va bien finir, bien, lisez pas Micheline Doff. J'aime mieux aller au fond des choses, creuser les sujets. Oui, vraiment, la marque de commerce de votre style, c'est justement de nous amener quelque part où on ne se doute même pas, en fait, de la destination. Vous nous faites entrer dans un univers et ensuite, vous nous amenez habilement à comprendre, à mieux connaître, à apprécier des situations ou des personnes auxquelles on s'attache. D'ailleurs, les gens s'attachent à vos personnages. Oui, et c'est quand vous me dites ça, vous me faites bien plaisir. Je pense que c'est... il y a une sympathie. C'est un rêve que je réalise, là, de voir que, bien, écoute, j'ai des choses à dire. Et le message passe, je pense, à travers les romans, que je le veuille ou non, ça vient, ça va de soi, je pense, pour moi. Pour vous, l'activité d'écrire, la décision d'écrire est venue de quelle façon? J'ai toujours écrit toute ma vie. Vous savez, ma première publication, ça a été un poème à Jacques Plante que j'avais écrit quand j'avais 12 ans, puis qui avait été publié dans le petit journal. J'ai écrit toute ma vie, mais jamais j'ai pensé de publier quoi que ce soit. Et j'ai eu 4 enfants et je suis restée à la maison quand j'ai commencé à avoir des bébés. J'ai fini un lauréat en piano et j'ai écrit le journal de famille. J'appelais ça comme ça. J'ai 32 albums chez moi, gros comme des bottins téléphoniques. Mais ce ne sont pas vraiment... C'est pas vraiment un journal. C'est plutôt mon opinion, les contes que j'inventais pour les enfants. Tout ce qui me touchait. Et je me disais, bon, les enfants ne peuvent pas le lire aujourd'hui. Comme par exemple, quand le pape est venu, j'ai écrit ce que je pensais de la religion, bon, etc. Oui. Et puis je me disais, parce qu'écrire abondamment, ça implique d'être lu. J'avais des lecteurs éventuels, potentiels, qui effectivement aujourd'hui les lisent. Et maintenant, c'est mes petits-enfants qui disent « Je voudrais voir le journal de ma mère quand elle avait mon âge. » Mais quand la dernière a eu 18 ans, là, je me suis dit vraiment, il faudrait que je fasse autre chose. Et si j'aime tant ça, écrire, pourquoi je n'essayerais pas d'être republié? Et comme tout le monde fait, ben j'ai écrit ma vie. J'ai envoyé ça à quelques maisons d'édition et c'est la même année que Lise Payette a publié sa biographie. Alors, vous pensez bien que Micheline Doff est restée... Sur les tablettes. Oui, sur la tablette. Et là, bon, je me cherchais une idée de roman. Je n'avais jamais pensé à ça de ma vie. J'avais 55 ans. Bien, ça nous ramène à l'idée que écrire, c'est d'abord un geste qu'on fait pour soi. Oui. Et si on attend d'écrire, d'avoir déjà une entente ou un contrat avec une maison d'édition, c'est peut-être laisser mourir une très bonne idée. Non, ça manque peut-être de spontanéité. Je pense que moi, c'est venu, ça s'est imposé de soi. Et quand les gens me disent que j'ai beaucoup de discipline parce que j'écris abondamment, ce n'est pas vrai. La discipline dont j'ai besoin, c'est d'arrêter d'écrire. Il faut que je me dise, là, Micheline, tu t'arrêtes puis tu vas nager. T'arrêtes, tu vas jouer du piano. T'arrêtes, tu vas marcher. Parce que ça me sort par les oreilles. C'est présent 24 heures par jour, tout le temps. Tout à fait, mais l'oxygène est aussi nécessaire pour que germe l'idée. Oui. Justement, ça m'amène à parler de votre autre livre qui est maintenant dans l'actualité, puisque nous approchons de la période des fêtes. Micheline Doff signe un conte double ou une série de contes doubles. Oui. En fait, des contes dont les publics sont intergénérationnels. Oui, il y a 25 contes dans le livre. 12, et c'est un livre tête bêche qui a 2 couvertures. 12 contes pour les adultes et 13 contes pour les enfants. J'ai commencé à écrire des contes de Noël comme professeur de piano parce que ça fait 25 ans que j'enseigne le piano. Et vous savez, il y a des années, j'avais 25-30 élèves, je recevais comme 14 boîtes de chocolat à Noël. Puis je me disais, qu'est-ce que je vais offrir à mes élèves? Et je me suis mise à composer et à écrire des contes de Noël. Et quand j'avais des élèves adultes, j'en faisais un pour les adultes aussi, puis un pour les enfants. J'en fais à chaque année.
Et j'en ai toute une collection. Et à un moment donné, j'ai demandé à mon éditeur pour les publier. Puis ils ont accepté. Fait qu'on a décidé d'en faire 25, moitié pour enfants, moitié pour les grands. Et Noël, l'année passée, ma petite fille de 9 ans m'a téléphoné avant les fêtes, puis elle m'a dit « Tu vas aimer ton cadeau de Noël, grand-maman? » Fait que je me suis dit, à cet âge-là, elle doit me faire un collier en plastique, quelque chose comme ça. Un dessin. Et elle m'est arrivée avec un conte de Noël qu'elle avait écrit elle-même, copié à l'ordinateur, illustré, tellement bien écrit que je l'ai proposé à ma maison d'édition. J'ai dit, on va en enlever un des miens. Est-ce qu'on peut, le 25e, est-ce que ça peut être le sien? Et ils ont accepté. Je peux vous dire que j'ai bien braillé. Mais là, c'est encore dans la continuité. En fait, vous avez transmis peut-être à cette petite fille votre passion pour les mots, pour les histoires. Je ne veux pas lui mettre de pression non plus, mais je suis tellement fière. Vous n'avez pas d'idée comme c'est un cadeau de la vie pour moi d'avoir ma petite fille, un écrit de ma petite fille dans mes contes de Noël. Alors, évidemment, les gens qui vous suivent depuis un certain nombre d'années reconnaissent Micheline Doff dans toutes les activités. On peut vous voir dans les différents salons du livre? Oui, habituellement, je vais dans la plupart des salons du livre. J'y serai cet automne dans deux semaines. La semaine prochaine, à Rimouski, ensuite au Salon de Montréal. Et j'ai déjà 7 séances de signature de prévues en décembre, les fins de semaine, dans des librairies aux alentours dans la région montréalaise. Alors, on peut inviter les gens peut-être à vous suivre sur votre site Internet. Il suffit de taper Micheline Doff maintenant pour vous retrouver facilement et d'aller, bien sûr, vous saluer lors des différents événements auxquels vous participez. À la période des fêtes, inutile de rappeler que les contes de Noël sont un excellent cadeau, soit pour les aînés ou pour les jeunes. Oui, moi, je rêve que ce livre-là, au lieu de le mettre dans la bibliothèque, on le met dans la boîte de décoration de Noël. Et au mois de décembre, on le sort et on le laisse traîner sur la table du salon. Ce sont tous des petits contes qui ont 3 ou 4 pages, alors ça prend 10-15 minutes pour lire ça. Et vous le laissez traîner, vous attendez que votre émission commence, vous attendez un téléphone, vous attendez un taxi, vous feuilletez, vous promettez aux enfants, s'ils sont sages, de leur raconter un conte. Les ados peuvent lire les contes pour adultes. Bien sûr. Il y en a qui sont inspirés d'histoires vraies, il y en a qui sont drôles. Le Père Noël puis Dieu le Père prennent un coup ensemble dans un des contes. Et, bon. Des beaux contextes à partager en famille, à l'intergénérationnel, parents, enfants, petits-enfants. Oui. Les contes pour enfants ont tous été testés dans les écoles avec mes 12 petits-enfants, parce que j'ai 12 petits-enfants, alors ils les connaissent par cœur. Alors, merci Micheline pour cette entrevue. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je laisse les gens avec, bien sûr, l'idée que écrire n'est jamais du temps perdu, lire encore moins. Et Eugène Ionesco nous a dit, il nous a laissé réfléchir sur cette phrase. Il faut écrire pour soi. C'est ainsi que l'on peut arriver à toucher le mieux le cœur des autres. Merci Micheline, à bientôt.